à leur diffusion en Europe. Bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Comme promis lors de mes lectures du volume 1 des Mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, voici la première vidéo d'une série thématique consacrée aux Mille et une nuits. Je vous propose ici un contenu qui relève de la vulgarisation. Je n'ai pas lu d'écrit universitaire et me suis contentée d'aller voir du côté des différentes sources que je vais mentionner au cours de la vidéo et que vous trouverez en barre d'informations sur la chaîne YouTube ou en bas de l'article sur le blog si vous voulez prolonger l'aventure. L'objectif de cette première vidéo est de replacer ce que sont les Mille et une nuits depuis leur création hypothétique jusqu'aux travaux d'Antoine Galland, le traducteur qui a contribué à leur célébrité en Occident. Les Mille et une nuits, le futile au service de la survie. Je vais vous citer une partie de l'article « Lire les Mille et une nuits pour se rappeler que les choses les plus futiles peuvent sauver la vie ». Je précise que c'est un article qui est paru lors du premier confinement et qui fait un parallèle intéressant entre Scheherazade et la situation de ceux qui ont vécu le confinement, à savoir à peu près tout le monde. C'est un article de Taoufik Hakem sur Radio France. Il était une fois, en Orient, une femme rusée et courageuse qui a fini par triompher de la fatalité de la mort promise à elle et à ses sœurs grâce à un jeu de patience qui a nécessité 1001 nuits de confinement avec pour seul remède improvisé des histoires à raconter. Scheherazade raconte-t-elle des histoires à dormir debout ou au contraire des histoires à rester éveillé? Il faudrait, selon l'universitaire Jamel Eddine Benchek, lire les nuits dans leur intégralité, de la première à la dernière nuit, éprouver l'endurance de la conteuse en sursis pour comprendre que l'essentiel réside dans le défi de Scheherazade face à la mort, qu'elle affronte nuit après nuit. Si la langue des nuits est pauvre, leur style répétitif, leur syntaxe approximative, elle reste un chef-d'œuvre. S'affranchir à ce point de tout souci du beau, c'est désigner un autre espace où surgit une autre beauté. Pour André Miquel, l'éminent historien et spécialiste de la littérature arabe, les Mille et une nuits représentent toute la littérature possible, du fantasmagorique absolu au réalisme le plus cru. Les histoires des Mille et une nuits échappent à toute tentative de classification. D'un conte à l'autre, on passe par tous les genres connus de la littérature, le roman, la poésie, la nouvelle, la fable, le fantastique, l'épopée historique, le roman d'amour épistolaire, le roman social, la chronique de la vie quotidienne, le conte érotique, le conte moral, le récit de voyage et la nocta, les brèves de comptoir, jusqu'à l'autofiction dans la nuit 602, la plus magique de toutes selon Borges, au cours de laquelle le sultan Shahriar entend de la bouche de la conteuse en sursis sa propre histoire. La belle conteuse teste toutes les formules littéraires possibles, toutes les combinaisons imaginables entre le réalisme et le fabuleux, le profane et le sacré. Minutieusement, sans panique, tout essayer, tenir, jusqu'à trouver la bonne issue et la solution efficace face à la menace. Un jeu d'essais et d'erreurs où l'erreur n'a pas de place. Le dédale narratif des nuits qui mêle personnages historiques et créatures excentriques dans des récits emboîtés en poupées russes multiplie les choses trappes. Solution idéale pour désarçonner l'ennemi à défaut de pouvoir le faire disparaître. Pour gagner chaque nuit un jour de plus, la sultane des nuits invente les principes du teasing et du cliffhanger, l'art de commencer une histoire et de l'interrompre au bon moment, à l'approche du jour, pour suspendre à une falaise Shahriar, la menace. La technique du cliffhanger, apparue en littérature dans les romans feuilletons du XIXe siècle et aujourd'hui utilisée dans les séries télé, serait donc une invention et le remède de Scheherazade. Le caractère des Mille et une nuits, écrit Goethe, est de n'avoir aucun but moral. Mais elles ouvrent sur le domaine de la liberté absolue. Néanmoins, il y a un signe pour ceux qui veulent voir. Scheherazade n'a jamais utilisé sa ruse pour se débarrasser de Shahriar, avec qui elle finira d'ailleurs par avoir 3 enfants.
Au fil des nuits, elle a appris à vivre avec lui, et ce faisant, elle lui a ôté sa charge mortelle. Allègre allégorie. Scheherazade annonce elle-même la couleur au début des nuits. Elle promet de raconter des histoires surprenantes et étonnantes, c'est-à-dire des histoires qui ne s'adressent pas à la raison, mais à l'affect. Des histoires amusantes et futiles. Parfois, les choses qu'on croit futiles peuvent nous sauver la vie, dit Abou Bakr Shraibi, l'universitaire spécialiste de la littérature médiane. Les multiples naissances des Mille et une nuits. On fait maintenant un tour du côté de Wikipédia et de son article sur le recueil de contes. Les Mille et une nuits, le livre des Mille et une nuits, est un recueil anonyme de contes populaires d'origine persane, indienne et arabe. Certaines sources mentionnent même une éventuelle origine chinoise. Les contes les plus anciens remonteraient en Inde, au IXe siècle, ou peut-être même bien plus tôt, au IIIe siècle. Il est constitué de nombreux contes enchâssés et de personnages mis en miroir les uns par rapport aux autres. Deux témoignages du Xe siècle, le premier dû à Al-Masoudi, le second à Ibn al-Nadim, indiquent que les Mille et une nuits seraient au départ le résultat de l'adaptation en arabe d'un ouvrage persan intitulé Ezar Afsana, 1000 contes. Il s'agirait donc d'une transmission livresque d'histoires de tradition orale. Ces contes proviendraient essentiellement de trois grands fonds principaux. Une source indo-persane à coloration hellénistique se situant entre les 3e et 7e siècles, un fond arabe datant de la période du pouvoir des califes de Bagdad entre le 9e et 11e siècle, et enfin un fond populaire égyptien datant des 12e et 13e siècles qui ont continué à se transformer par suppression ou adjonction continue jusqu'au 16e siècle, mais n'ont jamais fait partie de l'horizon officielle des lettres arabes. Cependant, aucune preuve matérielle du Ezar Afsana, les 1000 contes, permettant d'affirmer une potentielle origine persane n'a été trouvée. De plus, les scènes du recueil ont majoritairement lieu au cours de Bagdad ou du Caire, ville fondée par les Arabes, sur les bords du Tigre, de l'Euphrate ou du Nil, et les personnages sont presque exclusivement musulmans. Presque. Le domaine fantastique dont il est question est celui de la mythologie arabe, et le contexte historique est très souvent celui du califat abbasside. Bien sûr, plusieurs contes ont des origines persanes, bien que l'on ignore comment ils sont entrés dans la collection. Ces histoires incluent le cycle du roi Jaliyad et ses wazirs Shima, et les 10 wazirs ou l'histoire du roi Azadbact et de son fils, dérivé du Bakhtiyarnama persan du 7e siècle. Le plus ancien manuscrit connu est un fragment du 9e siècle publié par l'universitaire américaine Nabia Abbott. Il existe encore un manuscrit du 14e siècle, conservé à Tübingen, d'une histoire divisée en nuits, Al-Soul et Al-Shumul. Le manuscrit utilisé par Antoine Galland dans sa traduction, de 1704 à 1717, date du XVe siècle. Il est en 3 volumes et lui fut envoyé d'Alep. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France. C'est la version que je lis dans le cadre de la ressourcerie de l'écrivain. Les travaux d'Emmanuel Cosquin montrent que le récit cadre des nuits, c'est-à-dire l'histoire du roi Shahriar avec Scheherazade, qui est ici un dispositif littéraire, possède une origine indienne, comme d'ailleurs de nombreux autres contes du recueil. Il existe plusieurs manuscrits de référence pour toutes les éditions actuelles, dont celle de Boulak, le Caire, datant de 1835 et révisée en 1863 et 1935, ou les manuscrits de la branche syrienne qui avaient servi de base à Galland. Les traductions actuelles sont parfois issues de recompositions de plusieurs manuscrits. Il est donc difficile d'identifier un recueil pur, et on peut même se demander si cela a un sens. Plusieurs éditeurs excluent des nuits des contes célèbres, mais considérés comme des ajouts postérieurs au noyau originel. Ainsi, Kawam, qui écarte Sinbad le marin,
ou Michael et Ben Sheikh de la Pléiade, qui n'ajoutent qu'en appendice les célébrissimes Aladdin et la lampe merveilleuse et Ali Baba et les 40 voleurs. S'agissant de ce dernier conte, qui a une éventuelle origine turque, il est en effet vraisemblable qu'il fut raconté oralement à Galan par un de ses informateurs. Galan le mit par écrit, en faisant l'un des contes les plus célèbres du recueil. La circulation d'un certain nombre d'histoires du recueil semble s'effectuer en Europe occidentale dès le XIIe siècle, avec par exemple l'histoire de Flore et Blancheflore qui s'inspirerait de celle de Nima et Noam qui fait partie du recueil. Contrairement aux fables animalières Kalima et Dimna ou au Makamat d'Al-Hariri, le recueil de contes est considéré comme marginal dans la littérature arabe et relève non pas des belles lettres, mais d'un registre populaire avec un mélange de registres de langage allant de la langue dialectale populaire à l'arabe littéraire classique. On peut donc dire que ce mélange de langage relève de la langue médiane, ce qui nuit à leur prestige dans les pays d'origine de ces contes. Cette forme de récit cadre et récits enchâssés, est caractéristique d'un genre littéraire indo-persan destiné à éduquer les fils de rois et de gouvernants en leur montrant des personnages auxquels ils peuvent s'identifier et appelé pour cette raison miroir des princes. C'est pas un super nom de genre littéraire ça ? Mais à côté d'un récit cadre qui est resté stable, l'histoire de Scheherazade qui encadre toutes les autres, le reste des contes aurait alors considérablement changé, comme le titre persan d'ailleurs, et une nouvelle matière y a été introduite. Ces contes furent ensuite diffusés en Europe, profitant de la mode de l'orientalisme et du travail de Galan. L'orientalisme, le terreau des mille et une nuits. L'orientalisme est un mouvement littéraire et artistique né en Europe occidentale au XVIIIe siècle. Par son ampleur et sa vogue, tout au long du XIXe siècle, il marque l'intérêt et la curiosité des artistes et des écrivains pour les pays du couchant, le Maghreb, ou du Levant, le Moyen-Orient. Ce courant artistique naît dans la fascination de l'Empire ottoman et touche différents domaines, comme l'architecture, la musique, la peinture, la littérature, la poésie. Esthétique pittoresque, confondant les styles, les civilisations et les époques, l'orientalisme a créé de nombreux clichés et poncifs que l'on retrouve aujourd'hui encore en littérature ou au cinéma. Je vais citer quelques œuvres relevant de ce courant, suffisamment connues pour que leur nom nous soit familier. Salammbô de Gustave Flaubert, Le roman de la momie de Théophile Gautier, Lettres persanes de Montesquieu et de Mozart, La marche turque, La flûte enchantée, L'enlèvement au sérail. Les mille et une nuits arrivent en France. Antoine Galland, alors à Constantinople, commence la traduction des 7 voyages de Sinbad le marin pour s'occuper et reconnaît le potentiel romanesque de ses contes avant de rentrer en France. Des amis d'Alep lui envoient à sa demande 3 volumes de contes dont il entreprend la traduction. Cette première traduction occidentale est publiée de 1704 à 1717, mais une partie a été rédigée par lui-même en s'inspirant des récits que lui avait contés son assesseur syrien Anna Diab, une fois qu'Antoine Galland a épuisé tous les contes à sa disposition et que des lecteurs frustrés lui demandent sous ses fenêtres de leur raconter des histoires. Pour faire prendre corps et esprit au personnage de Scheherazade, cet antiquaire du roi, Antoine Galland, puis professeur de langue arabe au Collège de France, s'est inspiré de Madame d'Aulnoy et de la marquise d'O, dame du palais de la duchesse de Bourgogne. Les mille et une nuits sont constitués de contes enchâssés et de personnages en miroir les uns par rapport aux autres. Le sultan Schahriar, en représailles à la suite de l'infidélité de son épouse, la condamne à mort et afin d'être certain de ne plus être trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Scheherazade, la fille du grand vizir, se propose d'épouser le sultan. Aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain.
Le sultan ne peut se résoudre alors à tuer la jeune femme. Il reporte l'exécution de jour en jour afin de connaître la suite du récit commencé la veille. Peu à peu, Scheherazade gagne la confiance de son mari et finalement, au bout de 1001 nuits, il renonce à la faire exécuter. Au XXIe siècle, les 1001 nuits sont constituées d'un centre commun, une trentaine d'histoires, le récit cadre ou l'histoire de Scheherazade, le marchand et le génie, le pêcheur et le génie, les dames de Bagdad, les trois calenders, les trois pommes, le bossu et les autres histoires qui y sont incluses. Et d'un ensemble de récits extrêmement variés qui relèvent aussi bien de la littérature savante que d'une littérature plus populaire. On y rencontre par exemple des djinns, des effrites, des ghouls. Lorsque parurent les premières traductions d'Antoine Galland, l'audience du livre fut immédiate en Europe et devint rapidement l'objet d'études et un succès de la littérature de colportage. Les écrivains du XIXe siècle, enfiévrés d'Orient, en firent leur livre de chevet. Mais qui est Antoine Galland ? Né le 4 avril 1644 dans la Somme et mort le 17 février 1715 à Paris, Antoine Galland est un orientaliste français, spécialiste de manuscrits anciens et de monnaies, habitué de la bibliothèque royale, antiquaire du roi, académicien et lecteur au Collège royal. Dans sa jeunesse, il apprend au collège le grec ancien, le latin et l'hébreu, puis les langues orientales au Collège royal, devenu en 1870 Collège de France. Il devient en 1670 bibliothécaire et secrétaire particulier du marquis de Nointel, et lorsque celui-ci est nommé ambassadeur de France auprès du sultan de l'Empire ottoman Mehmed IV à Constantinople, Antoine Galland l'accompagne dans ses déplacements en Thrace, en Macédoine, en Roumélie orientale, en Asie mineure, dans les îles Égéennes, en Ionie, en Syrie et en Palestine. Il apprend au cours de son séjour les langues turques, persanes et arabes afin de pouvoir étudier les mœurs et les coutumes anciennes des populations de l'Empire ottoman. Il passe 1 an à Constantinople à la recherche de manuscrits pour la bibliothèque du roi Louis XIV. Il effectue ensuite 2 autres séjours à Constantinople dans une recherche constante de manuscrits et de médailles pour le cabinet du roi et de Colbert. De retour à Paris, il entretient des relations intellectuelles suivies avec l'Orient. C'est à partir de cette année qu'il entame la traduction de contes qui seront connus par la suite comme les 1001 nuits, ce qu'il poursuivra jusqu'à sa mort. Toutes ses collections, ses manuscrits et sa fortune ont été légués à l'Académie française, à la Bibliothèque nationale de France et au roi de France. Mais revenons aux 1001 nuits. En 1704, Galland se fait rapporter un recueil de contes du Liban, pour la plupart d'origine persane, traduit en arabe à la fin du 7e siècle, et en commence la traduction. Il y adjoindra d'autres récits comme celui de Sinbad le marin, et en rédigera d'autres comme celui d'Ali Baba et les 40 voleurs, ou Aladdin et la lampe merveilleuse. Pour respecter les mœurs de son époque, Antoine Galland saute quelques passages, n'osant pas traduire les parties érotiques des contes qu'il se contente d'éluder. Je me répète, mais les 3 grands fonds principaux des 1001 nuits, qui sont une source indo-persane à coloration hellénistique se situant entre les 3e et 7e siècles, un fond arabe datant de la période du pouvoir des califes de Bagdad entre les 9e et 11e siècles, et un fond populaire égyptien datant des 12e et 13e siècles. Bref, ces 3 grands fonds principaux n'ont jamais fait partie de l'horizon officiel des belles lettres arabes, pour plusieurs raisons. Certains contes sont licencieux, et cela ne passe plus avec l'évolution de la culture islamique. Et surtout, la langue médiane, mélange de langue populaire et littéraire, vient en quelque sorte dévaloriser l'ensemble des contes. En 1704, Galland publie le premier volume des 1001 nuits qui aura un franc succès. Les 11 volumes suivants paraissent progressivement jusqu'en 1717. Mais à un moment, Galland s'est trouvé à court de contes à traduire, malgré la pression du public très féru de ces 1001 nuits. Par chance, Anna Diab, un chrétien maronite syrien, donc les maronites appartiennent au christianisme catholique d'Orient,
Anna Diab accompagne l'explorateur Paul Lucas dans ses voyages et notamment dans son retour à Paris et rencontre Antoine Galland en 1709. Anna Diab parle français, ce qui est la raison pour laquelle il a suivi Paul Lucas en France, depuis Alep en Syrie, mais il est aussi un très bon conteur. Il raconte en effet à la cour du roi Louis XIV des contes qu'il connaît. Anna Diab conte oralement 14 contes à Antoine Galland, qui les couche par écrit. 7 d'entre eux figurent dans Les Mille et une nuits, donc dans des versions écrites par Antoine Galland. Parmi ces contes figurent Ali Baba et Aladdin. Aucune mention de Anna Diab n'est faite dans ces volumes. Ce qui est intéressant dans la vie de Anna Diab, qui est née à Alep, c'est qu'il a appris le français auprès de marchands français en Syrie pour lesquels il travaillait. Il a également appris l'italien, le provençal, le turc. Il devait avoir des notions de syriaque vu qu'il est né en Syrie ottomane. Anna Diab rejoint brièvement un monastère maronite sur le mont Lébanon, Liban sans doute, comme novice, mais finit par quitter son noviciat. Retournant chez lui, il rencontre Paul Lucas, qui dirige une expédition de recherche d'antiquités pour le compte du roi Louis XIV. Paul Lucas invite Diab à venir à Paris pour travailler comme serviteur, assistant, interprète, suggérant qu'il puisse trouver un travail plus prestigieux à la Bibliothèque royale à Paris. Anna Diab et Paul Lucas arrivent à Paris un an plus tard. Le point culminant du voyage de Anna Diab, c'est la réception à laquelle il assiste à Versailles, en présence du roi Louis XIV. Diab a été reçu avec beaucoup de curiosité par la cour. Paul Lucas, lui ayant fait revêtir des vêtements syriens et lui ayant fait porter une cage contenant 2 gerbilles venant de Tunisie, pays par lequel ils sont passés. Anna Diab rencontre Antoine Galland le 17 mars 1709 et entreprend de lui conter des contes de son pays, la Syrie ottomane, probablement en français. Certains de ces contes seront intégrés aux Mille et une nuits par Antoine Galland, sans mentionner leur provenance ni citer le nom d'Anna Diab. De la même manière, si Anna Diab, dans son autobiographie, vante les mérites d'Antoine Galland et de Paul Lucas, l'inverse n'est pas vrai. Les 2 hommes ne considérant Anna Diab que comme un serviteur indigne d'une seule mention dans leurs écrits, même personnels. Le travail promis à la Bibliothèque royale ne venant pas, Anna Diab retourne à Alep en 1710, où il s'établira avec ses frères comme marchand de vêtements, se mariera et vivra avec sa famille proche. Ainsi s'achève ma première vidéo thématique sur les Mille et une nuits, qui a tenté de brasser pas mal de sources et informations différentes. J'espère qu'elle a été instructive pour vous, en tout cas, les recherches que j'ai faites pour l'alimenter l'ont été pour moi. En parlant des sources, vous les trouverez toutes résumées en barre d'infos sur la chaîne YouTube ou en fin d'article sur le blog. Je cite notamment les articles en français sur Wikipédia concernant les Mille et une nuits, Antoine Galland, l'orientalisme, ainsi qu'un article en anglais sur Wikipédia consacré à Anna Diab, mais également l'émission Au cœur de l'histoire de Franck Ferrand consacrée aux Mille et une nuits, ainsi que les documentaires Les Mille et une nuits, une odyssée entre Orient et Occident sur Arte, il est disponible sur YouTube, et Les mystères révélés des contes des Mille et une nuits, qui est également disponible sur YouTube. Enfin, le dictionnaire amoureux des Mille et une nuits de Malek Chebel, publié chez Plomb, semble être une source très solide, mais que je n'ai pas utilisée, et que je viens de mettre sur ma wishlist. Et l'aube, chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Je vous souhaite une bonne journée, rêvez tout grand.